Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, c'est un thème qu'on traite très régulièrement à l'INSEE Bretagne. En général, on va avoir au moins une publication par an sur le sujet. Donc, si je reprends les années précédentes, on a pu parler des femmes élues, on a pu parler des femmes au poste de direction, des créatrices d'entreprises, des enjeux d'écarts salariaux. Et puis, dans nos publications, même si elles ne sont pas spécifiquement sur ces sujets, on essaie en général de quand même avoir au moins quelques chiffres ou voir des encadrés sur ces approches. Alors, si c'est votre premier rendez-vous de l'INSEE Bretagne, peut-être juste vous pouvez vous parler un peu de comment est-ce que nous on conçoit ces webinaires. L'idée vraiment, c'est que en une heure et demie, alors aujourd'hui ça va être une heure, on essaie de présenter donc sur un sujet donné, souvent faire deux ou trois présentations, avec l'idée d'avoir une approche parfois un peu plus méthodologique ou de cadrage, et ensuite de présenter vraiment des chiffres bretons, donc pour avoir un éclairage spécifique à la région. Donc aujourd'hui, nous allons avoir deux interventions. Donc, on va avoir Fanny Godet, qui est chef de la section salaire à la direction générale de l'INSEE, qui va nous présenter en fait une étude sur les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, avec notamment ces enjeux de bien comprendre quels sont les différents chiffres qu'on peut donner quand on cherche à comparer les salaires entre femmes et hommes. On voit que c'est pas si simple que ça en fait d'avoir juste un seul chiffre. Et ensuite, on aura une deuxième présentation donc, par Gabriel Gallic, qui est chef de projet à l'action régionale, donc à la direction régionale de l'INSEE en Bretagne, qui présentera donc le dossier sur l'égalité entre les femmes et les hommes que nous avons publié en mars. Donc c'est une publication en fait qui recense un peu une sorte d'annuaire statistique qui va recenser beaucoup d'informations sur un peu tous les domaines d'égalité entre femmes et les hommes, avec des informations au niveau régional et au niveau départemental. Alors un point important, c'est que c'est une publication qui a été réalisée en partenariat avec la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Donc, et en fait, ce qui s'inscrit dans une logique de publication qui ont été faites dans toute la France. Chaque région de France a publié un dossier sur la question. Alors, pour information, il y aura des questions après, donc phase de questions après chaque intervention. Et sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Fanny. Je vais vous présenter effectivement les écarts de salaire femmes-hommes alors au niveau de la France. Le plan de ma présentation sera le suivant. Je vais commencer par quelques éléments introductifs, voir dans quel cadre on fait ce travail de mesure. Je vous présenterai des résultats sur les écarts de revenus salarial, puis sur les écarts de salaire à temps de travail comparable en 2022 dans le secteur privé. Et je terminerai par une petite partie sur les écarts de salaire dans la fonction publique. Tout d'abord, depuis mars 2023, on a mis en place une publication nationale à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes qui met à jour les principaux résultats sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes dans le secteur privé. Donc là, vous avez la présentation de la publication de cette année, donc sur les écarts de salaire en 2022. Et avant de me lancer dans les résultats, je vais vous présenter rapidement les sources qu'on utilise. On travaille essentiellement sur deux sources. La première, c'est la base tout salarié, qui est une source exhaustive qui recense tous les postes salariés en France avec des informations à la fois sur le salarié, son âge, son sexe, sur l'entreprise qu'il emploie, secteur d'activité, taille de l'entreprise, localisation du lieu de travail, et sur la nature du poste. Donc, nature du contrat, CDI, CDD, le nombre d'heures travaillées et une estimation des salaires nets et bruts. Cette base exhaustive, elle est alimentée par les déclarations administratives des employeurs. Et la deuxième base qu'on utilise, c'est le panel tout salarié sur lequel on a des informations sur le plus long terme. C'est un échantillon au 12e de la population qui est suivie depuis 2002. Et dans ce panel, on a des informations complémentaires. Il est construit à partir de la base tout salarié, mais on l'a appareillé à d'autres données et ça nous permet notamment d'avoir des informations sur la situation familiale des salariés. Et ça, c'est un déterminant important sur les écarts de salaire. Donc, je vais maintenant passer à la présentation des écarts de revenus salarial.
Alors déjà, qu'est-ce qu'un revenu salarial? C'est la rémunération effective perçue par un salarié tout au long de l'année. Donc on se contente de faire la somme de tous les salaires, le salaire du mois de janvier, février, mars. S'il n'y a pas eu de salaire en avril, ben, plus zéro. Et on va comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et donc, si on mesure les écarts de revenus salarial en 2022 enfin, entre les hommes et les femmes qui ont été salariés au moins une fois dans le secteur privé, on obtient un écart de 23,5% en défaveur des femmes. Et ce revenu salarial, il peut se décomposer en deux termes. C'est quelque part le produit du temps de travail du salarié et d'un salaire rapporté au temps de travail, le salaire qu'il aurait touché si le salarié avait travaillé à temps plein toute l'année. Et ce qui explique une partie de cet écart de 23,5% de revenu salarial, c'est que le temps de travail des femmes est plus faible que celui des hommes, à la fois parce qu'elles sont plus souvent à temps partiel, ça c'est peut-être l'explication à laquelle on pense le plus naturellement, mais aussi parce qu'elles sont moins souvent en emploi au cours de l'année. Et donc, si on regarde à temps de travail identique, bah, l'écart se réduit entre les femmes et les hommes. Il est de 14,9%, mais toujours en défaveur des femmes. Si on regarde ce qui se passe un peu plus sur le temps long, donc entre 1995 et 2022, on remarque qu'en fait, on a une décroissance de l'écart. On était proche des 35% entre les années 1995 et 2000 pour les écarts de revenus salariaux. Et donc, on est tombé à 23,5% en 2022. Et on a décomposé ces écarts avec les écarts à la fois de salaire et de volume de travail annuel. Alors, sur le volume de travail annuel, sur le début de la période entre 1995 et 2000, en fait, on a observé une hausse du temps partiel des femmes et donc les écarts de volume de travail ont un peu augmenté avant de décroître parce que les femmes se sont mises à travailler, enfin, ont eu l'occasion de travailler davantage. Et puis, depuis 2009, on observe une baisse du volume de travail annuel moyen des hommes. Donc, ce qui conduit à réduire les écarts de volume de travail. Et de l'autre côté, on observe une baisse régulière des écarts de salaire en équivalent temps plein, donc à temps de travail comparable. Et ça s'explique surtout par un changement de structure de l'emploi alors que je vais illustrer juste après, on observe que parmi les femmes sur le marché du travail en emploi, 40% des femmes étaient diplômées du supérieur en 2017. Elles sont 50% à l'être en 2022. On a aussi une hausse pour les hommes, mais la hausse est plus importante pour les femmes et ça conduit à avoir un rééquilibrage. Alors, il n'est pas total, mais il y a de plus en plus de femmes, par exemple, qui occupent des postes de cadre. Et ça, structurellement, ça fait que les écarts de salaire à temps de travail comparable diminuent entre les femmes et les hommes. Et ensuite, ben, enfin, sur le temps partiel, on a bien une hausse de la part des femmes à temps partiel entre 1982 et 2022, mais avec des temps partiels qui sont un peu moins courts qu'ils ne l'étaient à l'époque. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a une hausse de la part des hommes à temps partiel. Ils sont toujours moins nombreux que les femmes, mais en 1982, ils étaient 3%. En 2022, ils sont 8% des hommes à être dans cette situation. Donc maintenant, on va se concentrer sur les écarts de salaire à temps de travail équivalent. Et on regarde juste la photo en 2022. Dans tous les graphiques qui vont suivre, en bleu est représenté l'écart de salaire net à temps de travail équivalent et en orange, on a rappelé l'écart de volume de travail.
Donc, on va décliner suivant les différentes caractéristiques, soit du poste, soit du salarié, quels sont les écarts suivant ces deux dimensions. Donc, si on regarde par profession, alors par profession agrégée, en séparant les cadres, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers, ce qu'on observe, c'est que c'est parmi les cadres que les écarts de salaire sont les plus importants, à 15,7%. Alors que l'écart de volume de travail est relativement réduit à 4,3%. De l'autre côté, on a les ouvriers pour lesquels l'écart de volume de travail est le plus important. Il est de 22,3%. Et c'est dans la catégorie des employés que les écarts sont sont les plus réduits. On a un peu moins de 4% pour les écarts de salaire et 1% pour les écarts de temps de travail. Si on refait le même exercice suivant l'âge des salariés sur les écarts de volume de travail, on a un gros écart dans la tranche des moins de 25 ans. Et ensuite, il se stabilise entre 10 et 9% suivant les tranches d'âge. Alors, l'écart de volume de travail chez les moins de 25 ans, il provient en grande partie du fait que les femmes rentrent plus tard, alors sont plus diplômées, donc elles rentrent plus tard sur le marché du travail. Et du coup, parmi leurs années sur lesquelles elles travaillent avant 25 ans, elles ont plus d'années incomplètes que les hommes. Et si on regarde les écarts de salaire net en équivalent temps plein, on remarque qu'on a une croissance en fonction de l'âge. Pour les moins de 25 ans, on a un écart de 4,7% et on atteint 26% pour les 60 ans ou plus. Alors ça, c'est un double effet. On a d'abord un effet carrière. Ce qu'on observe, c'est que les écarts s'accroissent au fil de la carrière entre les femmes et les hommes. Donc, les salariés âgés de 50 à 59 ans, ils sont plus loin dans leur carrière professionnelle, les écarts ont pu se creuser. Et puis aussi, les salariés qui ont aujourd'hui de 50 à 59 ans, il y avait plus d'écart sur les salaires entre la part des femmes cadres et la part des hommes cadres. La structure de l'emploi n'était pas la même pour ces salariés et ça explique aussi une partie de l'écart. Si on regarde maintenant en fonction de l'entreprise, du secteur d'activité de l'entreprise, les écarts sont importants à peu près dans tous les secteurs. Le secteur des services se distingue par un écart relativement faible de volume de travail et celui qui est qui est un peu atypique, c'est le secteur de la construction. Donc, on a à la fois peu d'écart de volume de travail, mais surtout un point atypique avec un écart de salaire net à temps de travail comparable qui est en faveur des femmes. Et dans la construction, ça s'explique simplement parce que les métiers d'ouvriers sont occupés par des hommes et on ne trouve des femmes que dans les catégories professions intermédiaires et cadres. Et donc, si on mesure les écarts de salaire, elles sont favorisées dans ce secteur. Si maintenant on regarde sur la dimension familiale, quel est l'impact notamment des enfants sur les écarts de salaire ou sur les écarts de volume de travail? Ce qu'on remarque, c'est que si on compare les salariés qui n'ont aucun enfant et les parents salariés, on a de beaucoup plus gros écarts parmi les parents, que ce soit en écart de salaire ou en écart de volume de travail. À gauche, on a représenté les écarts suivant le nombre d'enfants. Donc l'écart de volume de travail, il est relativement peu important, il est relativement stable
entre ne pas avoir d'enfant, avoir un enfant ou deux, mais par contre, il augmente fortement dès que les parents ont trois enfants. Et par contre, l'écart de salaire, bah, il augmente de façon croissante avec le nombre d'enfants. Et si on regarde en fonction de l'âge du plus jeune enfant, uniquement pour les salariés par an, si les salariés, enfin, si un salarié a un enfant de moins de 3 ans, bah, l'écart de volume de travail entre une femme qui a un enfant de moins de 3 ans et un homme qui a un enfant de moins de 3 ans est particulièrement important. Il dépasse les 20% avant de se réduire quand l'âge du plus jeune enfant passe au-dessus de 3 ans, donc la scolarité, et encore plus quand enfin, le plus jeune enfant a plus de 16 ans. Et on a le phénomène inverse bah, pour l'écart de salaire net. Il est alors relativement modéré au niveau de la moyenne quand il y a un enfant de moins de 3 ans, et puis il croît avec l'âge du plus jeune enfant. Sur les données de 2017, il y avait une étude qui a été réalisée dans ma section sur bah, quel est l'impact justement de la naissance des enfants. Donc, sur le graphique de gauche, on a représenté alors le logarithme du salaire horaire moyen par rapport au temps, par rapport à la première naissance d'un enfant du salarié. Alors, le logarithme, ça permet juste de pas écraser tout le graphique avec les hauts salaires. Et ce que nous montre ce graphe, donc on a les salaires horaires moyens des hommes qui sont au-dessus des femmes, mais ce qu'on observe, et le salaire horaire moyen des hommes croît de façon continue. Pour celui des femmes, on observe un impact l'année de la naissance de l'enfant, mais surtout ce qu'on observe, c'est que après 8 ans après la naissance de l'enfant, le salaire horaire moyen ne croît plus, contrairement à celui des hommes. Et sur le graphique de droite, même principe, en abscisse, c'est le temps à la première naissance d'un enfant, d'un salarié. Et ce qui est représenté là, alors ça a été appelé prime d'entreprise moyenne. Quand on veut expliquer le salaire d'un salarié, on peut utiliser comme information bah, le poste qu'il occupe, son secteur d'activité, son diplôme, le nombre d'heures travaillées, s'il est à temps partiel, à temps complet. Et une fois qu'on a neutralisé de tous ces déterminants, il y a ce qu'on appelle un effet entreprise. Il y a des entreprises qui payent mieux que d'autres. Et ce qu'on observe, c'est que après la naissance d'un enfant, les hommes ont tendance à aller travailler, enfin, travaillent dans des entreprises qui payent plus que les autres, alors que pour les femmes, c'est pas le cas. Elles restent sur des entreprises. Alors, à n'importe quelle période, elles travaillent dans des entreprises qui payent moins en moyenne que les hommes. Mais en plus, après la naissance de leur premier enfant, bah, elles restent dans ces entreprises, dans ce type d'entreprise qui paye moins en différentiel que les autres. Alors, ce qui est compliqué à voir, ça, c'est juste de l'observation. On ne sait pas si c'est un choix des parents ou des employeurs. Mais clairement, il y a un effet de sélection, de choix. Et là, on a juste la dimension salaire. Peut-être que ces entreprises qui payent moins offrent d'autres avantages aux parents que celles qui payent mieux. Et une fois qu'on a regardé bah, ces écarts à temps de travail comparable, la question qui se pose, c'est quel est l'écart de salaire à poste comparable? Alors pourquoi à poste comparable? Parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même une ségrégation professionnelle. Donc, les femmes et les hommes n'exercent pas les mêmes métiers et travaillent pas dans les mêmes entreprises et les mêmes secteurs. Sur le graphe qui est ici, la ligne verticale,
Elle se lit de la manière suivante. Si on se place à ce niveau-là, donc au niveau 75, à gauche, on a 75%, c'est le niveau de salaire qui partage en deux. On a 75% des salariés qui sont moins bien payés, 25% des salariés à droite qui sont mieux payés. Et donc, à ce niveau-là, on observe qu'on a 37,5% de femmes, la partie verte, et donc 62,5% d'hommes. Et ce qu'on observe, c'est que le long de cette distribution de salaire, la part des femmes décroît et elle décroche notamment tout en haut de la distribution de salaire pour fortement se réduire à cet endroit-là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les femmes accèdent moins, enfin nettement moins, aux postes les mieux rémunérés. Donc ça, c'est la ségrégation verticale, mais de façon globale, les professions sont très genrées. Les femmes et les hommes ne travaillent pas dans les mêmes secteurs. Là, j'ai représenté les professions les plus courantes pour les hommes et pour les femmes. Ben, on voit que ici, on a les conducteurs routiers. Ils sont à peu près au niveau du salaire médian, mais ce sont quasiment que des hommes. On a 95% d'hommes parmi les conducteurs routiers. Et à l'inverse, parmi les professions les plus représentées par les femmes, donc ici on a les secrétaires, elles sont écrites en un peu plus gros que le reste. Leur salaire moyen est en dessous du salaire médian et ce sont quasiment que des femmes. Pour déterminer ce que c'est qu'un poste comparable, on a fait le choix suivant. On considère que c'est le même poste si le salarié travaille dans le même établissement, qu'il a la même catégorie socio-professionnelle et le même libellé d'emploi. Donc le libellé d'emploi, la difficulté, c'est que dans notre source administrative, c'est un champ libre. Et donc, il faut réussir à reconnaître que vendeur, vendeuse, vendeur avec la possibilité d'être féminisé, tout ça, c'est le même emploi. Donc, techniquement, ça nous demande de travailler sur les chaînes de caractères, de faire du nettoyage, travailler sur des dictionnaires, de faire des travaux sur des distances de chaînes de caractères pour voir si les mots sont proches ou pas. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a essayé de voir qui étaient les mêmes postes dans notre base, on fait une estimation de l'effet du genre sur le salaire, suivant qu'on contrôle ou pas du fait d'occuper un poste comparable. Et puis on extrapole l'écart qu'on a obtenu sur l'ensemble des postes comparables à l'ensemble de la population salariée du privé. Et donc, on obtient le dernier chiffre, entre guillemets, clé de notre publication marronnière. Et en 2022, on estime à 4% l'écart de salaire net en équivalent temps plein à poste comparable. Attention, c'est pas une mesure d'une éventuelle discrimination salariale parce qu'il y a plein de facteurs qu'on ne peut pas maîtriser et dont on ne dispose pas dans les bases de données. Typiquement, on ne dispose pas du niveau de diplôme. On ne dispose pas non plus de l'ancienneté ou de l'expérience professionnelle qui pourrait expliquer une part de ces écarts et qui pourrait d'ailleurs jouer à la hausse ou à la baisse sur ce fameux 4%. Et pour terminer, je fais un petit éclairage sur quelques résultats sur les écarts de salaire entre femmes et hommes dans la fonction publique. Je reviens un peu sur de l'historique. Donc sur la période 95-2021, ce qu'on observe, c'est que les écarts de revenus salarial dans la fonction publique, comme des écarts de salaire à temps de travail comparables, sont nettement inférieurs à ceux observés dans le secteur privé. Mais surtout, ils sont restés très stables sur la période entre 95 et 2011. Essentiellement, ils ont pas évolué. L'évolution est récente, c'est sur les 10 dernières années que les écarts ont commencé à se réduire. Le ministère de la fonction publique a fait paraître une étude sur les écarts
de salaire pour les fonctionnaires des ministères, sur des données 2023. Donc, l'équivalent du revenu salarial, eux, ils ont mesuré un revenu mensuel, et ils mesurent un écart de 11 en faveur des hommes. Quand ils neutralisent de l'effet temps de travail, de l'effet temps partiel notamment, ils obtiennent un écart de 9,1 et à poste comparable, alors pas avec la même définition que la nôtre, mais en considérant que c'est le même corps, eux, ils ont accès aux données d'ancienneté, ils arrivent à réduire l'écart à 2,1. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'en fait, on retrouve exactement les mêmes phénomènes à l'œuvre. On retrouve la même ségrégation professionnelle. Les professeurs des écoles sont essentiellement des femmes, les policiers sont essentiellement des hommes. Et on observe aussi que les femmes accèdent moins aux postes d'encadrement les plus rémunérés. Je vous remercie. Alors, donc dans cette, 2e partie, des rendez-vous de l'INSEE, on va dresser un portrait, statistique des femmes et des hommes en Bretagne. Cette fois-ci, on va se concentrer, spécifiquement, sur, la région et ses 4 départements et on va aborder plusieurs thèmes. Pour chacun de ces thèmes, on présentera, des chiffres clés que, l'INSEE est en mesure de calculer, bien pour contribuer en fait à rendre compte des situations comparées entre, les femmes et les hommes. Alors, un mot, hein, pour commencer, pour rappeler, ce que disait, Tristan en introduction, qui est que, cette, présentation, elle s'appuie sur une publication, parue en mars dernier à l'occasion de, la Journée internationale des droits des femmes. Une, publication qui s'intitule «Égalité femmes-hommes en Bretagne», chiffres clés de la région et de ses départements, qui est disponible également, en ligne et gratuitement, sur INSEE.fr et donc une publication, réalisée par l'INSEE en partenariat avec, le ministère chargé de l'égalité entre, les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Voilà les 5 thèmes, qui vont, structurer ce portrait statistique. Caractéristiques démographiques, on parlera d'enseignement, d'éducation, de représentation sur le marché du travail. On abordera plus rapidement, la thématique des salaires puisqu'on vient de l'aborder, dans cette première partie et puis, une dernière partie sur les conditions de vie, en particulier sur, les modes de cohabitation. Alors, commençons tout de suite par les caractéristiques démographiques dans la région. En 2020, la Bretagne compte 3 370 000 habitants, dont 51 sont des femmes. Une répartition, femmes-hommes qui est, très homogène au sein des départements, puisqu'il y a aussi 51 de femmes, en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère et à peine plus, 52 de femmes, dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Donc au cumulé, tous âges confondus, la région compte près de 100 000 femmes de plus que d'hommes. Et donc si on regarde par âge, justement, on voit que, cette répartition, elle est pas tout à fait homogène puisque, parmi les moins de 30 ans, on voit que 49 de la population, sont des femmes. Donc là, ceci, ça s'explique par, en fait, un ratio, naturel qu'on observe dans la plupart des pays du monde, qui est que, à la naissance, on observe 105 naissances garçons pour, 100 naissances filles. Et ensuite, la répartition, évolue au fil des années et puis, les femmes deviennent majoritaires, parmi les classes d'âge plus élevées, en particulier parmi les 75 ans ou plus. On voit que, les femmes représentent 62 de la population de cette classe d'âge-là et cette fois-ci, l'explication, elle est du côté de l'espérance de vie avec, une espérance de vie des femmes, supérieure de 6 ans, à celle des hommes en Bretagne, comme au niveau national.
Alors, du point de vue de l'enseignement et de l'éducation, donc sur cette thématique, hein, il y a beaucoup d'indicateurs qui peuvent rendre compte des différences entre les femmes et les hommes. Ça dépend notamment du degré en fait d'enseignement sur lequel on se place. Ça peut être le premier degré, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire ou encore dans le supérieur. Alors sur l'enseignement, secondaire, par exemple, on peut penser à regarder, les taux de réussite, au bac général. Donc, c'est ce qui avait été fait dans une précédente publication de l'INSEE Bretagne et dans cette publication, on montrait que, en 2017, en Bretagne, le taux de réussite au bac général, il est de 95 pour les filles et il est de 93 pour les garçons. Donc on peut aussi regarder, les différences par filière et par, spécialité. Donc on voit, à droite, du diaporama que, les filles, en fait, elles sont majoritaires dans, la filière, générale. Donc elles représentent 57 des, 18 600 élèves inscrits en terminale générale, en Bretagne à la rentrée 2020. Ensuite, si on regarde, en termes de spécialité, on voit que, les filles sont, toujours, s'orientent toujours principalement vers, des spécialités littéraires et économiques, alors que, les garçons, sont, plus représentés dans les spécialités scientifiques. Par ailleurs, les filles sont, légèrement moins nombreuses que, les garçons, dans la filière technologique. Elles représentent, près de 49 des élèves inscrits dans cette filière en 2020 et elles sont, minoritaires dans la filière professionnelle, donc elles représentent 39 des élèves. Donc d'un point de vue, de l'enseignement supérieur, on observe que les Bretonnes, sont, davantage diplômées du supérieur que, les Bretons. Donc parmi les Bretonnes âgées de 25 à 64 ans en Bretagne, 43 d'entre elles ont un diplôme, du supérieur contre 35 des Bretons de la même classe d'âge. Donc un écart, qu'on observe en fait à tous les échelons, que ce soit, régional, départemental ou, également au niveau national avec, 42 des femmes et 36 des hommes, de 25 à 64 ans qui sont diplômés du supérieur. Alors du côté, du marché du travail, et de l'emploi, les principales informations chiffrées, qu'on peut retenir. Alors, tout d'abord, un 1 constat, c'est que, les femmes sont un peu moins représentées sur le marché du travail que les hommes. Donc, pour faire ce constat, on s'appuie sur un indicateur qui s'appelle le taux d'activité, qui mesure en fait la part de personnes en emploi ou au chômage, dans l'ensemble de la population en âge de travailler. Donc en Bretagne, le taux d'activité des femmes, il est de 73 contre, 76 des hommes. Donc il y a un écart de 3 points qui est un peu plus faible, hein, que l'écart, observé au niveau national, de 5 points. Donc sur la carte, à droite qui représente, ces écarts en termes de taux d'activité, on voit que, les départements bretons, sont plutôt parmi les départements où, l'écart, est le plus faible et sont plutôt en bleu plus clair. Alors un deuxième constat, vis-à-vis du marché du travail, c'est que les femmes, ont nettement plus souvent recours au temps partiel que, les hommes. Donc dans la région, c'est 20 des femmes âgées de 25 à 49 ans qui, travaillent à temps partiel contre, 5 des hommes, de cette même classe d'âge. Donc on voit que, le recours au temps partiel, il est, très homogène, au sein de la région, entre 20 et 21 selon les départements et il est un petit peu plus fréquent dans la région qu'au niveau national avec, 17 des femmes de 25 à 49 ans au niveau national qui travaillent à temps partiel. Et donc toujours, sur ce sujet du temps partiel, une différence notable, entre, les femmes, et les hommes, c'est, que, pour les femmes, le recours au temps partiel, il augmente, avec le nombre d'enfants, donc ce qu'on voit sur le graphique de droite, il reste, en revanche, relativement stable pour les hommes.
Donc un troisième constat, c'est que, dans la région, comme au niveau national, hein, on observe ce phénomène de ségrégation, professionnelle qui a été évoqué, par, Fanny précédemment. C'est-à-dire que, certains métiers sont essentiellement occupés par des femmes. C'est le cas en particulier des métiers, de service à la personne ou du soin, tandis que d'autres métiers, sont davantage occupés par les hommes, en particulier, les métiers du secteur du bâtiment. Et puis, ce qu'on représente ici, c'est que, les femmes sont, par ailleurs moins représentées, dans les postes de direction, en particulier dans le secteur privé, où, 23 des postes de dirigeants, donc c'est des dirigeants salariés du secteur privé, 23 de ces postes sont occupés par des femmes dans la région. Les écarts, sont un peu plus faibles parmi les postes de direction dans la fonction publique. On voit que, 29 des fonctions de direction dans la fonction publique d'État, sont occupées par des femmes. C'est le cas de 39 des postes de direction dans la fonction publique territoriale. Et puis, les directrices, sont plus nombreuses que les directeurs dans la fonction publique hospitalière en Bretagne. Alors, un rapide, point sur les salaires dans la région. Donc en Bretagne, en équivalent temps plein, les femmes, perçoivent un salaire annuel net moyen de 24 130 €, et les hommes de 28 230 €. Dans la région, le salaire, des femmes est donc inférieur de 15 à celui des hommes à temps de travail équivalent. Donc 15 si vous aviez en tête la présentation précédente, c'est, l'écart, qui est aussi observé, au niveau national. Et au sein de la région, on voit, que, les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, sont relativement homogènes, un peu plus faibles, dans les Côtes-d'Armor à 13 14 dans le Morbihan et 15 dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine. Et donc pour finir ce panorama, une dernière partie sur, les conditions de vie, en particulier sur, les modes de cohabitation. Pour commencer, un point sur les jeunes adultes. Ce qu'on peut souligner, c'est que, ce qu'on appelle l'autonomie résidentielle, hein, donc c'est le fait de résider en dehors de sa famille. Bien l'autonomie résidentielle, elle est plus fréquente, pour les jeunes, femmes que pour les jeunes hommes. Ce qu'on lit ici, c'est que, en 2020, 43 des femmes de 18 à 19 ans, 67 des femmes de 20 à 24 ans et près de 91 des femmes de 25 à 29 ans, ont quitté en fait le domicile parental, des proportions qui sont à chaque fois plus faibles pour les garçons de ces mêmes tranches d'âge. Un autre point, qui différencie les femmes et les hommes toujours vis-à-vis des modes de cohabitation, c'est celui de la monoparentalité. La monoparentalité, c'est une situation qui est plus fréquente pour les femmes que pour les hommes. Dans la région, c'est 12 des femmes de 25 à 49 ans qui vivent seules avec leurs enfants, 4 fois plus que les hommes. Et cette situation de monoparentalité, elle expose davantage à la pauvreté, ce qui est d'autant plus vrai pour les femmes. C'est ce qu'on présente ici, avec 29 des femmes, à la tête d'une famille monoparentale qui vivent sous le seuil de pauvreté, et 20 des hommes. Dans les 2 cas, des proportions qui sont, bien supérieures, à la moyenne, régionale, où, 11 de la population, bretonne vit, sous le seuil de pauvreté. Et enfin, une différence notable, entre les femmes et les hommes en matière de mode de cohabitation, c'est, la proportion en fait de personnes qui vivent seules. Ce qu'on voit ici, c'est que cette proportion, elle varie, nettement selon les sexes et selon les âges. Entre 25 et 49 ans, les femmes, elles sont moins nombreuses que les hommes, à vivre seules. Entre 50, et 64 ans, cet écart se réduit puisque, 23 des femmes et 22 des hommes vivent seuls.
Et c'est à partir de 65 ans que voilà, les femmes sont beaucoup plus souvent que les hommes dans cette situation, du fait notamment du veuvage et en lien aussi avec l'espérance de vie des femmes qui est plus élevée, comme on l'a évoqué au début de la présentation. Donc je vous remercie. Eh bien, je tiens vraiment à remercier nos deux intervenantes déjà pour ces présentations très claires et très éclairantes, à l'organisation aussi, hein. Merci beaucoup à Christelle et à Karine pour l'organisation de ce rendez-vous de l'INSEE. Donc, comme je disais, on va continuer à publier sur le sujet. Je profite aussi de cette conclusion pour indiquer que on participe, hein, en lien avec le conseil régional et la préfecture à l'actualisation d'une publication sur les chiffres clés de l'égalité femmes-hommes en Bretagne qui avait été réalisée donc, par la région et l'État en 2021. Et donc, il va y avoir une nouvelle édition de cette publication. Donc, on participe en fournissant des chiffres et puis en participant aux réunions de réflexion. Je rappelle, Christelle en a parlé tout à l'heure, le questionnaire de satisfaction, c'est vraiment important pour nous, donc je vous encourage à y répondre parce que déjà, ça nous permet de voir effectivement s'il y a des choses à ajuster. Et en termes de suggestions de sujets, c'est toujours intéressant pour nous de voir un peu quelles sont les problématiques qui ressortent pour vous. Donc, comme je disais, comme on disait tout à l'heure, le prochain webinaire donc, aura lieu en fin d'année. Le thème n'est pas encore défini, donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.